Bonjour tout le monde. Donc dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir rapidement une partie très importante en Java, ce qu'on appelle les collections. Donc les collections, ça permet de stocker plusieurs objets dans une même structure. Contrairement aux tableaux classiques, les collections sont plus flexibles, plus riches en méthodes. Donc on verra que c'est une API donc, qui contient plusieurs interfaces avec des classes qui sont implémentées. Donc, c'est-à-dire plusieurs classes qui implémentent plusieurs méthodes, donc ils sont à la portée. Donc ce sont des méthodes faciles à appeler, faciles à utiliser. Donc, et surtout, ils sont utilisés dans les applications professionnelles. Donc, dans Java Collection Framework, donc nous avons principalement trois grandes familles. Donc, on a ce qu'on appelle la famille des listes, et ce qu'on appelle la famille des sets, et il y a ce qu'on appelle la famille des maps. Donc, la famille des listes, ce qu'on appelle des collections, donc, où on stocke des éléments dans un ordre précis. C'est-à-dire à chaque fois qu'on va ajouter un élément, donc il va être ajouté, par exemple, le premier, puis on va ajouter le deuxième, donc ils sont insérés avec un ordre, c'est-à-dire ils sont insérés comme dans un tableau, indexés, donc avec des indices i allant de 0 jusqu'à le dernier élément. Mais il faut noter aussi que les listes, donc ce sont des collections qui acceptent les doublons, donc on peut ajouter le même objet plusieurs fois. Donc, quant aux sets, donc sets, ce sont des collections donc, qui permettent de stocker des éléments uniques. Donc, on peut les nommer des clés, donc avec les éléments qui sont distincts. Et donc, c'est-à-dire elles n'acceptent pas les doublons et il n'y a pas un ordre précis d'ajout. Donc, on verra par la suite que les sets et les maps, donc ils utilisent ce qu'on appelle les codes de hachage pour pouvoir stocker les éléments, pour pouvoir les placer dans une case ou une autre. Donc, Donc, par exemple, une liste d'étudiants, par exemple, on peut la représenter par une liste. Donc, une liste de CIN, par exemple, unique d'étudiants. Donc, ça peut être représenté par un set. Après, donc, on peut utiliser ce qu'on appelle les maps. Donc, les maps, c'est à peu près comme les sets. On verra par la suite que derrière les coulisses, donc, ils fonctionnent de la même façon. Sauf que les maps, donc, ils ont une valeur de plus. Donc, ils ont une information de plus. C'est-à-dire, on va associer à chaque clé, donc ce qu'on va voir dans les sets comme des clés. Donc, on peut associer à ces clés des valeurs. C'est-à-dire, on peut, par exemple, dire qu'on va associer à un matricule d'étudiant, par exemple, sa note. Donc, on peut dire qu'on va représenter les matricules d'étudiants. Donc, on va représenter les étudiants en tant que des matricules et par exemple les notes d'étudiants en tant que des valeurs. Et du coup, donc on peut dire que les maps sont quoi? Ce sont des dictionnaires qui stockent deux valeurs, donc les clés et leurs valeurs. Donc on peut par exemple stocker n'importe quel type, donc n'importe quelle clé avec n'importe quel type et stocker n'importe quelle valeur avec n'importe quel type. Sauf que il faut savoir que les clés ils sont uniques, comme on a dit donc, pour les sets, donc ils n'acceptent pas les doublons. Mais les valeurs, donc ça peut être répété. Hein. Pour la même clé, pour deux clés qui sont distinctes, on peut avoir la même valeur. Donc on va commencer par les listes. Donc c'est-à-dire, on a dit que les listes ce sont des collections qui sont ordonnées. Ils gardent une position, ce qu'on appelle index. Donc à chaque fois qu'on va ajouter un élément, on va l'ajouter à un indice bien défini, comme un tableau. Donc le premier élément qui va être ajouté, ça va être ajouté à l'indice numéro 0, et ainsi de suite jusqu'à l'indice numéro n-1, à savoir que le n, c'est la taille de la collection. Donc si on veut faire par exemple un exemple concret, donc on peut créer par exemple une liste, liste comme ça. On a dit qu'on va utiliser la généricité pour préciser le type à ajouter dans cette liste-là. Donc on peut créer une liste par exemple de string et par exemple la nommer, donc je peux dire par exemple une liste qui représente les noms des étudiants. Donc c'est-à-dire on peut rajouter à cette liste autant de noms d'étudiants que je veux, par exemple Omar, Ali, Sarah ou bien Rajal par exemple, et ainsi de suite. Donc ici nous avons une liste chaînée, donc c'est pas une liste chaînée, une liste de chaînes de caractères. Donc c'est pas une liste chaînée, c'est une vraie liste, on verra par la suite ce que c'est la différence.
Et on a bien sûr appelé une méthode qui s'appelle add, qui va ajouter les éléments d'INA. Donc les éléments sont ajoutés, on a dit, d'une façon ordonnée. Donc à chaque fois que je vais ajouter Omar à l'indice 0, Ali à l'indice 1 et Hajar à l'indice 2. Et ainsi de suite. Donc on peut par exemple récupérer Omar donc en faisant par exemple en appelant la fonction .get l'indice par exemple 0. Donc automatiquement ça va récupérer l'objet à l'indice 0 donc qui est Omar. Donc je peux modifier l'objet à l'indice par exemple 1 qui est Ali. Donc en faisant par exemple le nom d'étudiant .set. Donc il y a plusieurs méthodes qui sont à la portée. Donc je peux récupérer l'objet à l'indice 1 et par exemple le modifier en par exemple Hamza. Au lieu de Hajar, je vais faire ici Hamza par exemple. Et ainsi de suite. Donc je peux par exemple afficher donc, la liste comme ça. Donc avec seulement l'appel, la fonction toString. Donc parce que c'est un objet, les collections sont des objets. Donc je peux les afficher par la fonction toString. Donc je vais l'afficher ici, je vais l'afficher ici. Donc dans la première, donc dans le premier cas, donc je vais afficher Omar Ali Hajar et après je vais afficher Omar Hamza Hajar parce qu'on a modifié bien sûr l'élément numéro 1, donc l'indice numéro 1, on l'a modifié à Hamza, c'est-à-dire on a modifié Ali en Hamza. Donc on peut aussi supprimer un objet, donc en appelant la fonction, donc je peux dire ici non étudiant.remove et je vais par exemple dire je veux par exemple supprimer l'objet Omar. Donc je peux par exemple appeler aussi remove 0. Donc ça va supprimer l'objet à l'indice 0. Donc la fonction remove dans les collections de type liste, elle est surchargée de deux manières. Donc soit elle accepte un objet, soit elle accepte son indice. Donc vous pouvez passer soit l'indice, soit l'objet. Et si je passe l'indice, enfin, ça va supprimer l'objet à l'indice 0. Donc sinon, si je passe l'objet, Omar par exemple, donc là, c'est différent. Donc ici, la fonction remove, ça va utiliser, donc ça va utiliser la fonction equals pour pouvoir prendre cet objet-là et le comparer avec les objets qui existent dans la liste, dans la dernière liste. Donc s'il va trouver un objet donc, où la fonction equals donne true, donc elle va le supprimer et ça va s'arrêter parce qu'on l'a appelé une seule fois. Sinon, donc il y a bien sûr la fonction aussi remove all. Donc remove all, donc on peut bien sûr passer ici une liste d'éléments, donc il va aller, donc, où on peut par exemple la chercher à l'intérieur de cette liste. Donc si on trouve cette liste, on peut la supprimer. Mais sinon, si je veux supprimer tous les remarques qui existent, donc là je dois boucler donc, dans ma liste et dire à chaque fois que tu trouves un objet qui, par exemple, qui a cette valeur-là, qu'on appelle la fonction remove pour cet objet-là. Donc, euh, donc il y a plusieurs façons de faire, mais juste sachez que sont des fonctions qui sont prêtes à la portée. Donc, vous allez juste les appeler, rien d'autre. Donc ici on a utilisé la classe ArrayList, donc qui représente une liste. Donc c'est la concrétisation de l'interface list parce que on voit clairement que ici j'ai utilisé l'interface list et je l'ai représenté par l'objet ArrayList. Donc ici, il faut savoir que il y a deux implémentations pour l'interface list. Il y a l'implémentation ArrayList et l'implémentation linked list. Donc une ArrayList, elle fonctionne en interne comme un tableau dynamique. Cela veut dire qu'elle stocke les éléments dans une zone compacte, donc ils sont contigus. Et du coup, donc ça permet ce qu'on appelle l'accès aléatoire, ou bien ce qu'on appelle un accès très rapide par index. Donc on peut accéder directement vers l'élément sans passer par les autres éléments. Donc on peut automatiquement sauter vers l'élément souhaité. Alors que les linked list, ils n'ont pas cet accès rapide, cet accès aléatoire. Et du coup, donc si je veux accéder à un élément à l'intérieur de linked list, donc il faut passer par tous les éléments qui existent à l'intérieur de la liste de type linked list. Et du coup, dans la majorité des cas, donc ce qu'on va utiliser, ce sont des array lists, tout simplement parce qu'ils sont simples, rapides pour l'accès aux éléments et très adaptés au cas classique. C'est-à-dire afficher, parcourir, récupérer un élément par sa position, trier une liste, etc.
Mais dans la pratique, donc il faut bien sûr, si vous hésitez entre plusieurs types de listes, hein, donc il faut toujours voir le besoin exact. Parce que par rapport à ArrayList, Linked List, c'est un peu différent. Donc si on va voir par exemple la différence concrètement, c'est que les linked lists, donc ils sont ajoutés de cette façon-là. C'est-à-dire quand on va ajouter un élément à l'intérieur d'une linked list, donc l'élément, ça va bien sûr, donc chaque élément, donc il est ajouté à une case mémoire différente et il a deux informations de plus. Donc une information vers l'élément précédent, une information vers l'élément suivant. C'est-à-dire on peut voir rapidement que les linked lists sont un peu lourds en mémoire parce qu'ils stockent plus d'informations que les array lists. Mais il y a un avantage quand même parce que si on veut modifier un élément à l'intérieur de notre linked list, c'est-à-dire au milieu de linked list, il y en a, donc ça va être parfois plus rapide qu'un array list. Pourquoi? Parce que si par exemple, imaginez qu'on a une linked list donc, qui contient par exemple 1 million d'éléments, et on veut par exemple modifier l'élément numéro 200, par exemple. Dans ce cas-là, donc je vais faire 200 pas pour arriver à mon élément numéro 200, mais après, une fois je vais le modifier, donc c'est tout. Donc c'est 201 ou bien 202 pas que je vais faire. Alors que pour les array lists, ce sont des listes qui sont contiguës dans la RAM. Et du coup, donc, si je veux arriver à l'élément numéro 200, par exemple, donc, donc le reste, il y a le million. Donc, du coup, donc, je peux sauter directement vers le 200. Je fais un pas, mais réellement, ce qui reste, donc, ça va être le nombre d'éléments qui existent dans la liste après le 200. Coulomb, donc, ils vont bien sûr subir une transition. C'est-à-dire, le n, le n plus 1, le n plus 1, il va être le n plus 2, ainsi de suite. Et du coup, le nombre de pas qui va être fait, c'est plus que le nombre de pas à faire pour les linked lists. Donc, du coup, donc, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que quand on veut, par exemple, utiliser une liste pour la modification au milieu, donc on peut penser à utiliser une linked list parce que c'est plus fiable. Sinon, c'est juste pour l'ajout, la suppression d'un élément au hasard, donc à la fin par exemple, ajouter à la fin ou ajouter au début, donc des choses comme ça, des utilisations qui sont classiques. Donc pensez à utiliser Eurelist parce que c'est plus simple et c'est la plus utilisée, euh, bien sûr, dans la plupart des cas. Donc pour parcourir les listes, que ce soit Eurelist ou Linked List, c'est la même chose puisque les Eurelist et Linked List, elles implémentent l'interface list et du coup, donc ils ont les mêmes fonctions qui sont dans la classe, dans l'interface list. C'est-à-dire toutes les fonctions donc, qu'on peut utiliser pour ArrayList, on peut les utiliser pour Linked List et du coup, donc là on va opter pour ArrayList pour pouvoir représenter tout ce qu'on peut utiliser avec les Linked List aussi. C'est-à-dire si je veux parcourir une liste de type ArrayList ou Linked List, c'est la même chose. Donc, les parcours qui existent, c'est quoi? C'est que si j'ai par exemple cette liste comme ça, donc je peux la parcourir, je peux l'afficher directement comme j'ai fait ici, comme je peux par exemple, donc je vais exécuter ce code pour voir que ça va supprimer l'élément en bas ici, donc ça va afficher que Hamza et Hajar, voilà. Sinon, donc je vais enlever ces fonctionnalités-là pour faire le parcours. Donc le premier parcours, donc c'est le parcours classique, donc c'est le parcours par index pour ce qu'on a dit auparavant que les listes, ce sont des listes qui stockent les éléments en utilisant ce qu'on appelle un ordre, ce qu'on appelle un indice. Et du coup, donc on peut utiliser cet indice-là pour parcourir la liste. Donc on peut commencer à zéro comme on fait toujours avec les tableaux, jusqu'à ce qu'on appelle nom d'étudiant.size. Donc ici, on utilise la fonction size. Donc c'est la fonction qui récupère le nombre d'éléments dans la liste. C'est pas le nombre d'indices dans la liste, c'est le nombre d'éléments dans la liste. C'est-à-dire ici, on va parcourir les éléments et bien sûr, on va les parcourir par son indice. Donc comment on va afficher les éléments? On va juste appeler la fonction qui est appelée tout à l'heure, la fonction get et en passant l'indice i. Donc ici, ça va afficher bien sûr pour nous les étudiants d'IANA, les uns après les autres. Donc on peut par exemple afficher avant chaque étudiant, par exemple, son numéro. Donc on peut dire par exemple ici, étudiant numéro 1, numéro 2, ainsi de suite. Donc on peut faire par exemple ici i plus 1, i plus 1, et après donc je concatène avec le nom de l'étudiant, comme ça.
Donc si j'affiche par exemple comme ça, donc ça va afficher étudiant numéro 1, c'est Omar, étudiant numéro 2, c'est Ali, étudiant numéro 3, c'est Hajar, et ainsi de suite. Donc aussi, donc je peux utiliser une boucle for améliorée. Donc c'est une boucle qui boucle sur les objets au lieu de leur indice. Donc je peux boucler pour chaque nom, donc chaque nom d'étudiant, donc qui est dans la liste des noms d'étudiants. Et là, donc je peux faire la même chose, sauf que ici, donc je peux pas faire i plus 1 parce que j'ai pas de i. Donc ici, ce sont les noms à afficher, pas leur indice. Donc je vais pas passer par indice, mais je vais passer par objet. Et ici, j'ai pas de i, mais je peux le déclarer ici. Donc je peux déclarer un i égal à 0, par exemple, ou égal à 1. Et j'affiche, par exemple, le i, comme ça. Et à chaque fois que j'affiche, je fais un i++. Donc les deux cas sont possibles. Donc si j'exécute, donc ça va faire la même chose. Donc j'ai ici une accolade qui de plus. Donc si j'exécute, donc je vais voir que c'est la même chose. Donc ça va afficher Omar Ali Hajar une autre fois. Donc ici Omar Ali Hajar dans la première fois, Omar Ali Hajar dans la deuxième fois. Donc je peux par exemple faire juste une séparation entre les deux. Comme ça. Comme ça c'est bien. Donc il y a un autre parcours à utiliser, c'est ce qu'on appelle itérator. Donc d'où vient cet itérator? Donc itérator c'est un objet, l'itérator c'est un objet qui permet de parcourir une collection élément par élément. C'est comme si donc il va voir la collection des noms en tant qu'une énumération, il va prendre les objets en tant que des objets qui sont énumérés dans une énumération. Donc il est surtout utile lorsqu'on veut parcourir une collection de manière plus contrôlée ou lorsqu'on veut supprimer des éléments pendant le parcours ou autre chose comme ça. S'il y a des manipulations lors du parcours, on pense toujours à utiliser un itérateur. Donc les itérateurs, d'où vient cet itérateur? Tout simplement parce que les listes, donc les listes ce sont des collections et les collections ce sont des itérables. Et l'interface itérable, c'est une interface qui exige une méthode qui s'appelle itérator, qui renvoie cet itérator qu'on peut utiliser pour le parcours. Donc il y a aussi la fonction for each qu'on peut utiliser pour parcourir, on va la voir juste après. Mais maintenant, donc, on parle d'itérator, donc qui est hérité à partir de l'interface itérable. Donc du coup, puisque les collections sont des itérables, c'est-à-dire puisque les listes sont des itérables, donc si on voit les listes, on va voir que ce sont des itérables, des collections qui sont des itérables. Et du coup, donc, on peut utiliser un itérator pour parcourir notre liste. Comment on fait? Donc on peut déclarer un itérator qu'on va nommer donc itérator de nom, donc ce sont des strings. Donc c'est un itérateur it nom, donc il va itérer sur les noms. Et on va bien sûr le prendre à partir de notre liste non étudiant. Donc il s'appelle non étudiant. Donc je vais prendre ça et le mettre ici à l'intérieur. Donc non étudiant, point, et j'appelle l'itérateur. Donc ici la fonction itérator, ça vient du fait que nom d'étudiant, c'est une liste qui implémente l'interface itérable. Et du coup, donc, je peux appeler l'itérator et comme ça, je peux utiliser cet itérator pour itérer sur ma liste. Donc comment on peut faire un while it.hasNext, it.next. Donc chaque next, c'est un nom. Et du coup, donc, je peux par exemple juste soit afficher, soit supprimer, soit comme on dit. Donc on peut bien sûr, si on veut par exemple contrôler le parcours pour faire quelque chose, par exemple supprimer un élément, donc je peux dire que if le nom par exemple égal à Omar ou bien égal à Ali, supprime-le par exemple. Donc, je peux dire par exemple ici itérator. Donc je peux utiliser mon itérator itenant.remove. Donc ça c'est une fonction à utiliser par le itérator. Donc le itérator vous donne des fonctions à utiliser que vous pouvez utiliser comme le remove par exemple. Donc c'est une fonction qui va supprimer l'élément Ali une fois trouvé. Euh, donc il y a aussi la fonction for each donc, que je viens de citer ici. Donc on peut utiliser aussi la fonction for each. Donc c'est la quatrième méthode pour pouvoir parcourir une liste. Donc la fonction for each, donc elle est très simple à utiliser. Donc elle est comme ça. Donc on peut prendre la liste non étudiant et appeler la fonction for each.
Et la fonction for each, elle prend en paramètre quoi? Un objet de type consumer. Donc, l'objet de type consumer, si on va le voir comment il est, donc je vais faire consumer comme ça. Donc, puisque je vais consommer des strings, donc je vais faire consumer de string comme ça. Donc, si je fais comme ça, donc il va me dire que donc je vais importer l'interface consumer. Donc là, il va me dire que c'est une interface, tu peux pas l'instancier. Donc c'est une interface, c'est une classe. Donc c'est abstrait, donc c'est un objet de type abstrait, donc tu peux pas l'instancier, il faut la concrétiser. Donc consumer, c'est une interface fonctionnelle, donc qui contient une seule méthode qui s'appelle accept. Donc on peut bien sûr la voir. Donc je vais faire comme ça pour voir cette interface comment elle est. Donc c'est une interface qui contient une seule méthode qui s'appelle accept. Voilà. Donc c'est ça la méthode. Donc c'est une méthode qui s'appelle accept. Et du coup, donc si on veut utiliser un consumer, on doit fournir une implémentation de la fonction accept. C'est comme si on va faire une boucle, un parcours, donc pour consommer des objets de type string. Et à chaque fois qu'on accepte un objet de type string, comment on va le consommer? C'est l'implémentation de la fonction accept. Et du coup, donc on peut utiliser ici une classe anonyme, comme on a vu auparavant. C'est-à-dire, on peut créer un objet de type consumer lors de l'utilisation et l'implémenter au moment de l'utilisation pour accepter un nom d'étudiant pour, par exemple, juste l'afficher comme on a fait ici, par exemple. Donc, on peut afficher ce nom, par exemple, ici. Donc, je vais juste afficher le nom, je n'ai pas besoin d'afficher autre chose. Donc, je vais juste afficher le nom, comme ça. Donc, je peux faire comme ça. Donc, je vais dire, à chaque fois que tu prends un nom, affiche-le avec un système.out.print, par exemple, pour retourner à la ligne. À chaque fois qu'on a un nom, donc on va bien sûr l'afficher comme ça. Donc, je vais ajouter un séparateur ici et ici. Donc là, dans ce cas-là, puisque c'est une interface qui est fonctionnelle, donc pourquoi pas utiliser une expression lambda comme on a vu auparavant. Donc si on veut utiliser une expression lambda, donc je vais juste copier ça et le coller ici. C'est-à-dire, comment on utilise une expression lambda? C'est-à-dire, là, tout ça est devinable. Donc, je peux l'enlever et faire une expression lambda comme ça et enlever la classe anonyme. Donc, si j'enlève la classe anonyme, donc ça va me laisser tout simplement l'implémentation de la méthode. C'est-à-dire, on prend un nom et on exécute le code suivant pour pouvoir l'accepter en tant que quoi? Un affichage au console. C'est-à-dire ici, on peut enlever string parce que je sais que ce que je vais consommer, ce sont des strings, ce sont des noms d'étudiants. Je peux enlever les parenthèses parce que j'ai un seul objet, un seul paramètre. Et puisque j'ai une seule instruction, je n'ai pas besoin de faire les accolades. Et du coup, donc, je peux faire comme ça, tout simplement. Sinon, donc, je peux utiliser ce qu'on appelle les méthodes référencées comme j'ai présenté auparavant dans la partie expression lambda et méthode référencée. Donc, du coup, donc ici, si on a une méthode qui peut être référencée pour faire la même chose, c'est la méthode println elle-même. On a une fonction qui s'appelle println qui fait la même chose. Si tu lui donnes un nom, ça va faire ce qu'on a fait ici. Donc, si tu lui donnes un nom, ça va juste l'afficher dans le système.out. Et du coup, donc, je peux dire dans la classe système, donc dans la classe out de système, donc il y a une fonction qui s'appelle println que je veux référencer pour faire la même chose. Et du coup, donc tout ça, ça va faire la même chose, que ce soit la classe anonyme, que ce soit une expression lambda, que ce soit la méthode référencée, tous ils vont faire la même chose. Donc tous ils vont afficher le même affichage. Donc ici, on voit clairement qu'ils vont afficher en Maharaja, parce que auparavant on avait Ali, on l'a supprimé via l'itérateur. Donc ici, l'itérateur a supprimé Ali. Donc il y a ces quatre façons pour pouvoir parcourir une liste. Donc il faut savoir que ça s'arrête pas là. Donc il faut savoir qu'avec l'API collection, il y a plusieurs autres choses à voir, mais on ne peut pas les voir tous. Donc avec les listes, on peut par exemple utiliser des méthodes très pratiques pour faire par exemple le tri. Donc il y a une classe qui s'appelle collections avec S. Donc, ou par exemple, il y a plusieurs méthodes. Donc je vais l'ajouter à l'intérieur du main. Donc il y a plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser pour pouvoir retourner le max, le min,
faire ce qu'on appelle un reverse order, replace all. Donc si vous voulez par exemple remplacer un morceau de la collection, si vous voulez faire un sort pour pouvoir trier, et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs. Donc je vais voir avec vous juste la fonction sort et la fonction reverse par exemple. La fonction sort, c'est une fonction qui est très très utile, très utilisée. Donc pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir trier les éléments d'une liste dans l'ordre naturel. Donc quand on dit l'ordre naturel, c'est-à-dire ici c'est une liste de strings et du coup les strings ils ont un ordre naturel. C'est-à-dire on sait très très bien que A il est avant le A il est avant le H il est avant le O. Donc si on va trier naturellement cette liste, parce que naturellement ça va être ascendant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, donc automatiquement on va commencer par Ali, puis Raja, puis Omar. Ça c'est l'ordre naturel. Mais à condition que string est là un ordre naturel. Donc dans ce cas-là, puisque c'est une liste de chaînes de caractères, on n'aura pas de problème. Donc du coup ici, donc si je fais ici sort et je passe les noms d'étudiants, si j'affiche maintenant la liste noms d'étudiants, on va voir que ça va être affiché d'une manière ordonnée naturellement en se basant sur l'ordre naturel des chaînes de caractères. À savoir, on va commencer par un H, puis un O. قبل كان un O puis un H. Maintenant, on l'a ordonné. H puis un O. Donc, je vais enlever ça pour laisser que ça. Donc, je peux ne pas supprimer ça. Donc, je vais juste afficher le nom. Pour laisser donc si j'affiche maintenant, donc ça va afficher les trois noms. Donc trier, donc par ordre naturel. Donc ici c'est A, puis H, puis O. Donc il faut savoir qu'on peut l'inverser. Donc si on veut l'inverser, donc on peut par exemple faire maintenant collections.reverse et je vais passer la liste et après donc je peux l'afficher et ça va inverser. Donc en utilisant d'abord l'ordre naturel, donc ici pour le tri, après on peut l'inverser pour dire que maintenant c'est l'ordre descendant. Donc en commençant par le plus grand jusqu'à le plus petit. C'est-à-dire on va commencer par O, puis H, puis A. Donc il n'y a pas que ces deux fonctions, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs autres fonctions. Il y a la fonction shuffle. Donc si on fait ici shuffle, il faut savoir que si tu passes une liste, automatiquement ça va être aléatoirement mélangé. Donc on va mélanger les éléments à l'intérieur d'une façon aléatoire. C'est comme si tu veux jouer par exemple aux cartes. Vous voulez jouer aux cartes et vous voulez par exemple faire un shuffle pour pouvoir par exemple réarranger les cartes qui sont à l'intérieur pour pouvoir faire par exemple une nouvelle partie. Donc il y a plusieurs autres fonctions que vous pouvez utiliser, mais là je me tente d'utiliser ces deux éléments. Donc la plus importante ici c'est sort, parce que la plupart des cas on a besoin de faire des tris, mais juste il faut prendre en considération que sort, elle, si vous allez voir sort, elle se base sur quoi? Elle se base sur une méthode qui s'appelle compareTo. C'est-à-dire elle se base sur la fonction de l'interface comparable et c'est une fonction qui définit ce qu'on appelle l'ordre naturel d'un objet. Donc, puisque les strings, ce sont des comparables, donc il faut savoir que compareTo, donc compareTo, comparable, l'interface comparable, donc c'est une interface qui contient, donc l'interface comparable, voilà, l'interface comparable. Donc c'est une interface qui contient une seule méthode, donc c'est la méthode compareTo. Donc c'est une méthode, c'est une interface CIA, on peut l'avoir en tant qu'une méthode, qu'une interface fonctionnelle, donc qui contient une seule méthode. Et cette interface qui est utilisée par la méthode sort pour pouvoir trier les objets. C'est-à-dire, si votre objet string n'est pas un objet comparable, on ne peut pas utiliser la fonction sort ici. C'est-à-dire, imaginez qu'on veut par exemple créer une liste d'étudiants. Par exemple, on peut créer une liste d'étudiants comme ça. On va dire que chaque étudiant il a un nom, par exemple un CIN et un âge, comme ça. On peut faire comme ça. Et du coup, donc on peut par exemple créer un étudiant avec ces trois éléments. Je vais juste le générer et je vais l'afficher. ToString. Voilà.
Donc imaginez que je vais créer par exemple un objet comme ça. Donc je vais faire ici les getters setters. Donc imaginez que maintenant je vais créer une liste d'étudiants au lieu de nom. Donc je vais créer maintenant une liste d'étudiants. Donc ici une liste d'étudiants, comme ça. Donc ici c'est une liste d'étudiants. Je vais la nommer étudiants. Maintenant, je ne vais pas ajouter juste les noms d'étudiants, mais je vais ajouter des étudiants ici. Donc, je peux créer par exemple un étudiant Omar avec une CIN et un âge, par exemple. Comme ça, c'est l'étudiant E1. Donc, ça, c'est l'étudiant E1. Donc, je vais les ajouter à l'intérieur de la fonction main. Je vais ajouter les deux autres, donc E2 et E3. Donc, étudiant Ali et étudiant Hajar, étudiante Hajar. Donc ici c'est IN par exemple quelque chose, c'est IN quelque chose et c'est IN H quelque chose. Je vais faire un âge par exemple ici 18 ou bien par exemple je vais faire 25 et ici je vais faire par exemple 18 comme ça. Donc là je vais ajouter l'étudiant E1, E1, l'étudiant E2 et l'étudiant E3. Voilà. Donc c'est de la même façon, donc je peux faire ce que j'ai fait auparavant. Donc je vais juste utiliser la fonction for each, comme ça. Donc il va afficher les étudiants, comme ça. Donc c'est-à-dire je vais afficher les étudiants. Sauf que ici, donc je vais juste appeler la fonction system.out.print. Et system.out.print, il va faire quoi? Il va afficher chaque objet avec son fonction toString. C'est-à-dire on va juste appeler cette fonction toString pour afficher chaque objet. C'est-à-dire ici, ça va afficher l'étudiant Loul, Tiny, Tilt, et chaque étudiant, ça va être affiché dans une ligne. Donc je peux après utiliser la fonction sort et reverse comme on a fait auparavant. Donc si je fais ça, donc je vais copier, coller ça, juste après. Donc là, je vais enlever ça. Donc si je fais maintenant sort, system.out, donc je vais réafficher les éléments. Je vais réafficher les éléments. Je vais faire un reverse, comme ça. Donc avant de faire le sort et le reverse, je vais commencer à afficher la liste d'étudiants. Voilà. Donc si j'affiche la liste d'étudiants, donc on verra que ça va afficher les trois étudiants de l'ordre d'insertion. Donc j'ai inséré Omar Ouel, puis j'ai inséré Ali Ouattani, puis j'ai inséré Hajar Yetchad. Donc on a les trois éléments comme ça, ils sont insérés, ils sont affichés avec toutes leurs informations en utilisant la fonction toString. Après, donc si je passe maintenant vers la fonction sort, donc c'est là où vient le problème. Donc, vient le problème. Pourquoi? Parce que ce qu'on essaye de faire, de trier, ce sont des strings. Donc ici, on a passé une liste de strings, une liste de noms, mais ici, on passe une liste d'étudiants. Et là, il y a un problème. Pourquoi? Parce que sort, on a dit que ça utilise la fonction compareTo pour pouvoir faire le tri naturel. Mais ici, ce qu'on a passé, ce sont des étudiants. Et du coup, donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit que le type qui est passé en paramètre, c'est un type qu'on ne peut pas caster en comparable. Parce qu'il n'y a pas la fonction compareTo. Pourquoi? Parce que la classe étudiant qu'on a créée ici, c'est une classe qui n'implémente pas l'interface comparable. C'est-à-dire on ne peut pas créer un étudiant comme ça. Et on peut créer un étudiant comme ça. Étudiant E égale à new étudiant. Ou on ne peut pas le créer comme ça. Les étudiants qu'on a créés ici. Des étudiants qu'on a créés, on peut les créer en tant qu'étudiants, mais on ne peut pas les créer en tant que des comparables. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'un étudiant n'est pas comparable. Yani, il n'implémente pas l'interface comparable. Donc du coup, c'est pour ça que la fonction sort ne marche pas, parce que pour pouvoir faire le sort, les objets que tu vas passer ici, ils doivent être des objets qui implémentent
l'interface comparable. Pas que des étudiants simples, mais ce sont des objets comparables. Donc pour remédier à ça, donc il faut retourner ici à la classe et implémenter l'interface comparable qui va vous exiger la méthode compareTo. Et du coup, ici, vous allez comparer un étudiant courant avec un étudiant autre, par exemple other, donc via la façon que vous voulez. La fonction compareTo retourne maintenant un int pour dire que si c'est 0, donc les deux étudiants sont égaux. Si c'est 1, l'étudiant courant qui est 10, il est plus grand que l'étudiant passé en paramètre. Et si c'est moins 1, donc l'étudiant courant, il est inférieur à l'étudiant passé en paramètre. Donc du coup, on peut par exemple dire qu'on va retourner par exemple la comparaison des noms. Donc si on veut dire que la comparaison naturelle des étudiants, c'est leur comparaison de leur nom. C'est la comparaison de leur nom, comme on a fait auparavant pour les noms d'étudiants, parce que ici, on n'a pas de problème. Quand on a fait sort nom d'étudiant, puisque la classe string, puisque la classe string, c'est une classe qui implémente l'interface comparable. Donc les objets qu'on a passés ce sont des objets comparables. C'est-à-dire la classe string, elle implémente la fonction compareTo. Donc du coup, on peut utiliser cette fonction compareTo ici. Il y a la classe string. C'est-à-dire on peut dire 10.nom, qui est un string, et appeler la fonction compareTo. Donc, puisque string, elle implémente comparable, on peut utiliser la fonction compareTo de la classe string pour comparer le nom courant avec le nom d'étudiant passé en paramètre. Et du coup, automatiquement ici, le tri, ça va être un tri en fonction de quoi? En fonction du nom de l'étudiant. Et du coup, ici, on n'aura pas de problème maintenant pour faire la fonction sort. Donc ici, en faisant sort, automatiquement, les étudiants qui sont passés maintenant, ce sont des étudiants qui implémentent l'interface comparable, comme on voit ici. Et on a plus le problème les Canadiens auparavant. C'est-à-dire les étudiants qu'on a passés ici, ça peut être maintenant des comparables d'étudiants. Un niche mouchké. Donc on n'a pas de problème puisque étudiant, il implémente l'interface comparable. Mais bien sûr, en faisant ce sort, on est lié maintenant à un tri par nom. C'est-à-dire si j'affiche maintenant les éléments d'IRI, donc ils vont être triés par nom. Donc si je vais exécuter, donc automatiquement, donc l'affichage, ça va afficher la liste d'étudiants qui sont triés par nom. A, puis H, puis Omar. Donc si on va faire le reverse, ça va inverser, donc en commençant par Omar, puis Haja, puis Ali. Voilà, donc Omar, puis Haja, puis Ali. Donc voilà, donc récapitulant, donc si vous utilisez la fonction sort, il faut bien sûr prendre en considération que les objets que tu vas passer à l'intérieur de cette liste donc, doivent être des objets qui sont comparables. Donc si tu n'as pas la fonction compareTo dans la classe étudiant par exemple, et tu veux quand même les trier avec la fonction sort, il faut noter que la fonction sort, c'est une fonction qui est surchargée deux fois. Donc il y a une autre façon, donc c'est-à-dire ici, euh, au lieu de faire juste sort étudiant, donc tu peux passer un deuxième paramètre. Donc le deuxième paramètre ici, c'est par exemple l'objet de type comparator. Donc tu peux passer un comparator ici, d'étudiant. C'est une autre interface. L'ITIA, une interface fonctionnelle, fait une seule méthode qui s'appelle compare, donc qui peut être utilisée pour comparer deux étudiants de la façon qu'on veut. Au lieu de la classe étudiante qu'on une classe comparable, donc je peux utiliser une classe étudiant qui n'est pas comparable, c'est-à-dire le cadre, je peux enlever le sort c'est-à-dire je peux enlever ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire l'interface la classe compare, la classe étudiant une classe comparable. Et du coup, donc, fait, le moment où je vais faire le sort, je dois indiquer le comparateur qui va bien sûr m'aider à comparer les objets d'un étudiant pour faire le tri. C'est-à-dire ici, je vais comparer l'étudiant E1 avec E2 pour dire que je vais comparer par nom. Donc, O1.getNom par exemple, .getNom, .compareTo, O2.getNom. Comme ça. Et là, je compare par nom de la même façon. C'est-à-dire, si je trie, je vais avoir euh, même résultat. Donc ici, je vais comparer par nom, Ali, puis Haja, puis Omar. Et après, je fais reverse, Omar, puis Haja, puis Ali. Ce que j'ai fait ici. Donc sinon, je peux comparer par âge. Donc faites le cas. Donc je vais faire get âge. Comme ça. Donc, mais le problème ici, c'est que get âge, c'est une fonction qui retourne un type primitif
Et le type primitif int, c'est pas une classe, donc il n'implémente pas comparable. Donc du coup, il faut penser que la classe l'indkena, donc utilise toujours des objets de type object, pas de type primitif. C'est-à-dire ce que tu vas retourner pour l'âge, c'est un entier de type integer au lieu d'un objet de type int tout court. Et ici, tu vas retourner un integer. Et du coup, donc, vous n'aurez pas de problème ici, le cas où vous utilisez un objet de type integer, parce que la classe integer, c'est une classe aussi qui implémente l'interface comparable. Donc, c'est là, c'est ce que j'ai dit auparavant, c'est ça la valeur ajoutée en utilisant ce qu'on appelle les objets. Et du coup, ici, si j'exécute, donc ça va les comparer par âge, c'est-à-dire on va commencer ici par 18, puis donc on voit clairement qu'on commence par 18, puis 22, puis 25. Et après, on commence par 25, puis 22, puis 18. Donc c'est l'ordre inverse. Donc puisque comparator est une interface qui est fonctionnelle, donc je peux utiliser une expression lambda ici en enlevant tout ça et en enlevant tout ça et en faisant qu'on a deux étudiants E1 et E2 donc qui vont être bien sûr comparés en utilisant une expression lambda en enlevant tout ça parce que c'est une seule instruction. Donc je vais enlever tout ça et le rendre comme deuxième paramètre. J'ai pas besoin de ce point virgule, je vais faire juste comme ça. Donc ça c'est E1, E2, donc E1, E2. Voilà. Donc on peut utiliser ça. 1, E1, E2 n'est pas accepté parce qu'on a déjà utilisé E1 en tant que. Donc je peux dire par exemple étudiant E1 ici. Donc je vais utiliser ici étudiant, étudiant, E2, étudiant E1, étudiant 2. Et là je vais la laisser E. Comme ça. Donc vous pouvez bien sûr faire plusieurs sortes maintenant, quand vous voulez. Vous pouvez même déclarer des comparators que vous voulez. Donc on peut déclarer des comparators d'étudiants, par exemple. Comparator c'est âge. Comme ça. Donc c'est ça le comparator, le premier comparator qui compare par âge. Donc je peux déclarer autant de comparators que je veux, par exemple. Je peux déclarer un comparator de nom, un comparator de CIN. Donc là, c'est comparator nom. Ça, c'est comparator CIN. Et du coup, donc ici, je vais faire get nom. Ici, c'est get CIN. Ici, c'est get nom. Ici, c'est get CIN. Et du coup, donc je peux utiliser n'importe quel comparateur. C'est-à-dire, je peux faire ici de sorte, enlever tout ça et dire que je vais utiliser ici un CH. Donc là, ça va comparer par âge. Je peux, par exemple, enlever le reverse, par exemple, ici. Et, par exemple, le comparer par nom, puis par CIN. Donc ici, c'est C nom. Ici, c'est CIN. Comme ça. Donc si j'exécute, donc là, donc j'ai plusieurs façons pour trier ma liste. Donc là, le premier tri, donc je peux même faire un affichage ici pour dire que je fais le tri par âge. Donc je vais faire ici tri par âge, tri par nom et tri par CIN. Comme ça. Donc si j'exécute maintenant, donc ça va être plus explicite. Donc du coup, donc je vais afficher donc quel type de tri j'utilise. Ici c'est un tri par âge, donc je trie 18 puis 22 puis 25. Ça c'est un tri par nom, Ali puis Aja puis Omar. Ça c'est un tri par CIN, donc le A puis le H puis le O. Donc du coup, donc vous pouvez utiliser ces façons-là pour le tri. Donc pensez toujours à implémenter l'interface comparable ou bien implémenter l'interface comparator. Donc vous avez deux cas possibles. Donc je vais stopper là et après donc on va continuer avec les sets et les maps dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.